Et cette notoriété, elle ne fait pas partie du contrat. Quand tu as signé pour être astronaute, Non, ça fait pas partie d'une chose. Même une petite anecdote. Après le long processus de sélection en 85, arrive ce jour de septembre 85 où il y a l'annonce officielle des 7 astronautes retenus dans la sélection. Et donc on est tous dans une salle au CNES, derrière un pupitre, avec des journalistes en face. Et voilà, on présente chacun des individus. Et la question aux journalistes, et là, tous les micros se tournent vers moi. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais la seule femme. ah oui, Donc, je n'étais pas du tout préparée à devenir un objet exotique. Bon, c'était déjà un peu exotique d'être astronaute être sélectionné astronaute, sur c'était 1000 comme si candidats. c'était pas assez exotique. Ouais. Mais voilà, il y avait une dimension que je n'avais pas du tout perçue. Aujourd'hui, dans Elles font l'espace, je reçois Claudie Aigneret, qui est une des icônes françaises du spatial. Avec elle, on parle de ses souvenirs de sélection d'astronautes, on parle de son rapport à la notoriété, à la célébrité, on parle du problème épineux des débris spatiaux, de l'avantage de former un couple avec un autre astronaute, de la vie quotidienne à la Cité des Étoiles, près de Moscou. On parle aussi de la privatisation du secteur spatial, et on parle beaucoup des années 90. Bonjour Claudie. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de venir nous voir. Je suis ravi parce que on a reçu ici des femmes dans Elles font l'espace qui nous disent souvent j'ai mis du temps à trouver mon chemin vers le spatial parce qu'il n'y avait pas de rôle modèle féminin. Et puis souvent elles se reprennent en disant il y avait quand même Claudie Aigneret. Qu'est-ce que ça t'inspire ça? Oh, ça me fait toujours plaisir, effectivement, d'entendre qu'à un moment donné, j'ai pu donner voilà, l'audace ou l'envie de tenter ces carrières dans le monde du spatial. Ça me ramène un peu à ce qui, moi, m'a fait avancer. C'est vrai, je dis souvent, j'étais cet enfant de 12 ans quand, en juillet 69, voilà, on a mis pour la première fois le pied humain sur la Lune, et que c'était un moment tout à fait fascinant qui avait fait naître un rêve dans ma tête d'enfant. Mais qu'effectivement, le modèle à l'époque, c'était quand même un pilote militaire avec son casque, son Ouais, home, les fumées l'Armstrong des quoi. chevaliers du ciel. Voilà, c'était un peu ça le modèle. Donc pour des petites filles, c'était pas quelque chose qui attirait vraiment. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer l'opportunité de candidater avec un appel à Ouais, candidature qui cherchait des scientifiques pour mener à bien des c'est programmes ça. dans les stations spatiales. Donc en fait, comme j'avais le doctorat qui allait bien pour candidater, c'est vrai que je me suis pas posé la question, essayer de copier un modèle qui correspondait pas. J'y allais pour faire à la fois quelque chose qui me passionnait, qui Ouais. résonnait dans ma tête, et puis pour faire mon métier. Donc en fait, toi, t'as pas eu de rôle modèle. Il y avait Valentina Tereshkova, Non, j'étais déjà, trop petite mais pour qu'elle elle n'était marque pas mon dans ton esprit. radar. Non, Ouais. pas du tout. Donc pour toi, t'avais un doctorat en neurosciences, c'est ça? Alors j'avais un doctorat en médecine, En médecine? doctorat de base, hein, je suis D'accord. médecin au départ. Et j'ai ensuite, alors là, c'est peut-être une caractéristique féminine que tu auras rencontrée avec d'autres intervenantes, pour m'assurer que j'avais tous les atouts pour mener à Mhm. bien la mission qu'on allait me confier. J'ai effectivement fait un second doctorat et j'ai un doctorat de sciences en neurosciences. Mais Mais c'était après la ça, c'était sélection. une fois avoir été sélectionné en tant Voilà. Mais qu'astronaute. c'était encore pour renforcer ma Hmm. légitimité. D'accord. Ah oui, ça, Sujet féminin. on voit les Mhm. caractéristiques, effectivement. Et donc, tu étais médecin, tu avais un doctorat en médecine, Mhm. tu t'es dit, c'est bon, ils cherchent des médecins, c'était rare, Mhm. peut-être, à l'époque. C'était l'ouverture d'un nouveau champ de travail en orbite, puisque les laboratoires commençaient à être des véritables laboratoires où on pouvait expérimenter. C'était plus seulement des besoins de pilotes ou Ouais. d'ingénieurs d'essai. On avait besoin de scientifiques et de médecins pour vivre et travailler dans des stations. Ça s'ouvrait juste à ce moment-là. C'était 85. J'en ai profité. La porte s'était entrouverte, je l'ai poussée. Et donc ça, c'est un sujet intéressant sur l'inclusivité du secteur spatial. On, on voit bien que, à mesure que les missions évoluent, on ouvre justement. Au départ, on ne savait même pas si on pouvait survivre dans l'espace, donc Mhm. on a pris ces pilotes d'essai qui n'avaient peur de rien, qui étaient des machines. Et quand on a commencé à vouloir faire de la science, on a ouvert à des scientifiques, et d'autres qualités deviennent plus importantes. On n'était pas en 85 encore à l'époque de recruter un astronaute avec un handicap physique. C'est vrai. Peut-être que tu as rencontré John McFall,
qu'on a Bah, recruté. je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai été très émue de le voir porter le drapeau des Jeux paralympiques. Et j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Et je crois que c'est vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire. Ah, Avec, je te voilà, confirme. des atouts, une capacité d'enthousiasme, de mobilisation, et puis bien sûr une résilience extraordinaire dans son parcours. C'est effectivement une ouverture importante parce que malgré tout, l'astronaute professionnel, ça reste quelqu'un de sélectionné, de suivi. On est presque quand même encore au zéro défaut sur le plan médical et Mhm. sur la spécificité dans le comportement psychologique. Et donc, voilà, se dire qu'on peut peut-être composer avec des profils très différents, non seulement sur le plan opérationnel ou sur le plan de la compétence, mais aussi sur le plan physique, ben, voilà, c'est une avancée dans ce 21e siècle, oui. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant là. Pour ceux qui savent pas, John McFall, c'est un astronaute de réserve, un membre de la réserve des astronautes de l'ESA qui a été recruté l'année dernière, ou en tout cas en 2022, et qui a cette caractéristique d'avoir un handicap physique. Il est amputé d'un membre inférieur au-dessus du genou. Au-dessus du genou, oui. Et il est aussi, il a participé aux Jeux paralympiques en Une 2008, médaille de bronze. avec une médaille de bronze, exactement. Ouais. Et il a eu cet accident quand il avait 19 ans. Et maintenant, il est non seulement chirurgien, mais donc il est membre de la réserve des astronautes. Et j'espère un jour pouvoir le voir voler dans l'espace dans une mission normale, pas dans une mission touristique. Ça, on sait qu'on peut le faire, mais vraiment contribuer à une expédition comme n'importe quel autre astronaute de carrière. Oui, mais je crois que ça nous amène à prendre en compte le fait que la diversité, ça nous enrichit tous. Ça ouvre notre esprit. Ouais. Et puis, ça donne aussi, bon, bien sûr, aux ingénieurs qui sont là pour assurer la sécurité d'un vol, sa réussite, des nécessités de surmonter encore des limites et d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, je vois la diversité comme un enrichissement personnel et puis un progrès aussi qu'on apporte dans la sécurité et l'accès. Absolument, absolument. Et donc, tu parlais de cette sélection en 85. Mhm. C'est là que tu as donc candidaté pour la première fois. Mhm. T'en as des souvenirs de cette sélection? Qu'est-ce qui te revient comme image quand tu évoques ce passage? Alors j'ai tendance, je le dis dès maintenant parce que ça va se reproduire, à ne garder que les bons souvenirs. C'est très bien, Donc ça. voilà, je suis quelqu'un qui a oublié tous les mauvais souvenirs, donc il n'y a pas eu de mauvais souvenirs, il n'y a que des bons souvenirs. Alors c'était le souvenir de passer d'un hôpital militaire à un autre, parce que c'était quand même une sélection Ça, c'est un bon bien souvenir managée pour toi. par les militaires, Mhm. et où on passait des épreuves de toutes sortes. Alors des épreuves, effectivement, un screening médical complet. Alors bon, j'ai quand même pas à vous dire que la coloscopie, c'est la meilleure partie de plaisir que j'ai jamais vécue, mais bon, ça fait partie de ce qu'on examine. Ensuite, vous avez des tests physiques pour voir votre condition physique. Ouais. Et moi, au-delà d'être médecin, rhumatologue, je suis aussi traumato-sportif, enfin tout ce qui est... Et je suis une sportive de compétition au départ, donc voir comment fonctionne le corps et jusqu'où il peut aller, quelles sont ses limites, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc ça m'intéressait de voir comment j'allais réagir Ouais. à un test en centrifugeuse, à une chambre des compressions, ou au tabouret tournant. J'avais envie de me tester et de voir comment je pouvais performer, si on peut utiliser ce mot-là, pendant la sélection. Donc ça me plaisait. Et le tabouret tournant, il y a un astronaute de ta génération dont je tairai le nom, avec qui je parlais un jour et je lui disais, Michel Tonini m'a dit, Claudie, elle est incroyablement forte au tabouret tournant. Et lui, pas du tout. C'est vrai ou pas? Je suis plutôt résistante, effectivement, et je les agaçais, mes collègues masculins, d'accord. parce que j'étais effectivement complètement résistante à tout mal des transports qu'on peut ressentir sur le tabouret tournant. Et pour moi, c'était un plaisir d'y aller, alors que pour eux, c'était un cauchemar. Mais ça, c'est pas dangereux de pas réagir au mal de transport? Le mal de transport, c'est un réflexe normal du corps, non? C'est un réflexe, mais un réflexe justement pour lequel une sélection ou un entraînement va vous permettre de trouver les mécanismes de compensation et d'arriver à ne pas le ressentir. Ok. Et donc, voilà, moi, c'était inné. C'est cette façon de ne pas être incommodé par les perturbations sensorielles, effectivement, des différents organes qui vous permettent de vous repérer dans l'espace. Et sur un tabouret tournant, quand on vous fait bouger la tête, bien évidemment, ça met un peu un branle-bas
parfois difficile à contrôler. Donc ce tabouret tournant, juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, on est installé sur une chaise qui tourne. Une chaise qui tourne et pendant la rotation, on vous demande de faire des inclinaisons de la tête et donc vous stimulez à la fois dans l'appareil vestibulaire ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires qui vous permettent d'avoir la perception des accélérations. Et comme vous inclinez la tête, vous faites travailler aussi votre système otolytique. Les otolithes, c'est le petit capteur qui permet de déterminer la verticalité et non pas la rotation. Et donc, voilà, vous entrez dans un système complètement conflictuel, avec les yeux fermés ou les yeux ouverts. Les yeux fermés, ça vous enlève encore un élément de repère. Et qu'est-ce qui se passe normalement ? Ça déclenche ce que vous pouvez appeler le mal des transports, le mal de mer, le mal de l'espace. D'accord. Voilà. Et en le travaillant, on peut réussir à atténuer les symptômes, contrôlant sa respiration, se relaxant, ça se contrôle. Mais c'est pas le meilleur moment pour la plupart des candidats ou des astronautes en vol. Et donc ça veut dire que toi, tu n'es pas non plus sensible au mal des transports en voiture ou en bateau Non, je suis la bonne personne à emmener en bateau. C'est moi qui peux écoper et faire la soupe alors qu'il y a la tempête. Ouais. Le jour où j'ai un bateau, je sais qui appeler. Je suis là. Et donc du coup, dans l'espace, t'as pas non plus souffert de ce mal en arrivant ? Non, pas du tout. Alors, je vais pas dire qu'on est complètement opérationnel en arrivant en microgravité, parce que vous partez, vous êtes terrien avec des repères de terrien et vous arrivez dans un environnement en 3 dimensions. Donc, sur le plan cognitif et sur le plan de l'organisation de sa façon de marcher, de ressentir, de se positionner, c'est un petit peu perturbant. Et puis, il n'y a plus de gradient de pression hydrostatique, puisqu'on est en absence de gravité, donc le sang ne pèse plus rien. Donc il y a une redistribution des fluides vers la partie supérieure du corps. En général, sur Terre, c'est plutôt vers le bas du corps. Heureusement, on a une pompe cardiaque qui nous permet de faire recirculer ça dans toutes les directions. Mais là, il y a un afflux sanguin vers le haut de la tête. Donc les premières 24 heures, vous êtes à la fois un peu désorienté, et puis, un peu la tête cochon pondu. Non, mais ça, j'ai trouvé qu'on avait une capacité d'adaptation de notre corps tout à fait impressionnante. Et en 24 heures, je me sentais tout à fait bien. Opérationnel, adapté à ce nouvel environnement de 3 dimensions. Peut-être encore quelques petits dérapages, quand on ne contrôle pas tout à fait le mouvement pour aller d'un point à l'autre de la station. Mais c'est venu très vite. Et ma seconde mission, puisque j'ai eu la chance de voler 2 fois, dès l'arrivée en microgravité, je me suis retrouvée complètement dans mon élément, sans passer par la phase d'adaptation. C'est ça, vrai. C'était assez plaisant. Ça, c'est incroyable. Et donc, pour revenir à la sélection, donc le tabouret tournant, ces exercices physiques. La centrifugeuse, les caissons, et puis des tests psychologiques, à la fois psychotechniques pour voir votre agilité intellectuelle et opérationnelle pour manipuler des chiffres ou des sollicitations. Et puis de la psychologie de groupe, parce que bien évidemment, vous allez d'une part être amené à vous expatrier et à découvrir donc des cultures différentes dans votre entraînement. Et puis vous allez travailler en équipage surtout. Et donc il faut se sentir à l'aise de s'intégrer dans un équipage où il y a de la diversité de genre, bien évidemment. Pas toujours, le pourcentage de femmes est encore un peu insuffisant, bien évidemment, mais de la diversité de culture. Il y a des militaires, il y a des civils, il y a des ingénieurs, il y a des pilotes, il y a des chercheurs de toute capacité, et puis culturelle, parce que c'est une station internationale et qu'on travaille en coopération internationale. Donc cette importance de la capacité à s'intégrer avec sa différence, en apportant quelque chose à un collectif qui doit réussir une mission. Et c'était intéressant pendant les phases de sélection. Et réussir une mission, ça veut dire aussi résoudre des problèmes. Comment on résout les problèmes à 2, à 3, à 4, à 5 ? Absolument. C'est pour ça que j'ai employé le mot d'intelligence collective. C'est arriver à trouver ensemble des solutions qu'on n'aurait peut-être abordées que partiellement si on avait été seul. Et donc, on s'enrichit là aussi de la diversité des compétences, de la façon de penser. Et je pense que la diversité de genre est un élément tout aussi important que la diversité des compétences de culture, de génération aussi. Il y a des astronautes première mission, les rookies,
de l'espace. Ouais. Et puis des astronautes qui sont des vétérans, qui ont déjà 4 vols, 5 vols, 6 vols, donc ils arrivent avec une expérience qui n'est pas la même. Mais pour moi, chaque fois, cette diversité a été quelque chose de formidable que j'essaie un peu dans la vie de tous les jours, dans toutes les autres carrières que j'ai pu avoir, en dehors de celle d'astronaute, de maintenir. C'est important. Et tu parles de tes 2 missions, donc de 85 de la sélection. Ta première mission, c'est en 96. Oui. À bord de Mir. À bord de Mir. Et donc sur un vol Soyouz Mir. Quand on vole sur Soyouz pour aller sur Mir, ça veut dire entraînement à la Cité des Étoiles. J'ai passé 10 ans de ma vie en Russie. Ouais. Cité des Étoiles, à 40 km de Moscou. C'est effectivement le lieu d'entraînement, la cité des entraînements. Et puis ensuite, le Paktir, il est au Kazakhstan, à Baïkonour. Mais ça, on y va quelques fois pendant l'entraînement et puis 15 jours avant la mission pour tout mettre au point avant le décollage. Alors, ces deux lieux absolument mythiques et à l'ambiance unique, j'ai envie de dire, que ce soit la Cité des Étoiles ou Baïkonour. Moi, personnellement, à chaque fois que j'y suis allé, malheureusement, aujourd'hui, l'accès est plus compliqué. Mais ce sont des endroits vraiment chargés à la fois d'histoire et d'une culture. Je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai même pas l'impression que c'est une culture fondamentalement russe, mais une culture complètement étrangère, unique peut-être. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, cet endroit est effectivement très marqué par toutes les phases de la conquête spatiale du vol habité russe. Alors, vous arrivez, des statues de Gagarine partout. Gagarine est l'idole de ce lieu, et c'est important, on le retrouve partout. Mais il y avait encore, quand j'y suis arrivée, moi je suis arrivée à l'entraînement en 92, et on habitait au même endroit que les cosmonautes russes. Il n'y avait pas beaucoup d'autres nationalités que des Russes et des Français, dans le cadre de la coopération franco-russe à cette époque-là. Mais j'avais la chance de vivre dans le même immeuble que Valentina Tereshkova ou que Alexis Leonov. Donc, non seulement c'était un lieu où ils étaient passés, mais je vivais avec eux. C'était la porte d'à côté. Elle était ouverte pour aller prendre un thé ou demander un conseil ou demander une aide à un moment donné. Donc, c'est mythique aussi pour ça. C'est des endroits où on a l'impression d'entrer dans quelque chose qui est au-delà du réel. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment au départ. Bon, après, on s'habitue, on prend ses repères, on est complètement engagé dans l'entraînement. Donc là, c'est des successions de cours, d'examens, de simulateurs, bien évidemment. Mais il y a eu aussi toute cette période absolument formidable à vivre entre 92, où je suis arrivée, et 2001, qui était ma dernière mission. J'ai passé près de 10 ans en Russie. C'était aussi cette ouverture à la coopération internationale. En 92, juste après l'Union soviétique, on peut imaginer que c'est Propouske pour rentrer, Volga Noir, commissaire politique, tout était là, et les micros partout. C'était l'atmosphère de 92. Et puis, l'arrivée des Européens, tu le sais bien, les premiers vols Euromir qui se sont passés. L'arrivée des Américains avec le shuttle qui venait s'amarrer à la station Mir, quand même, des objets à 28 000 km/h en orbite qui ont fait un amarrage réussi. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis la décision de faire ensemble la Station spatiale internationale. Donc petit à petit, l'ouverture à d'autres nationalités, les Japonais, les Canadiens et bien sûr les Américains. Donc c'était aussi une aventure humaine. Et alors, toujours avec très peu de femmes, pour revenir au sujet du podcast. Oui, parce qu'on a cette image de la rue, enfin cette image qui est, tu vas me le dire peut-être juste, de la culture soviétique ou la culture russe comme une culture quand même assez macho. Ou en tout cas dominée encore plus par les hommes. Mais je ne sais pas si c'est ton impression aussi. Pas tout à fait, parce que il y avait quand même, en particulier sur les sujets scientifiques et sujets médicaux, beaucoup de femmes à des postes de grande responsabilité. Et puis des femmes ingénieurs dans les équipes opérationnelles à Kaliningrad, qui est le centre de contrôle des missions spatiales, qui avaient des postes tout à fait importants. Donc non, il y avait des femmes en Russie. Et donc pas parmi les astronautes, ça par contre. Pas parmi les astronautes. Okay. Par choix ou c'était... Peut-être quand même un petit peu macho.
je pense, sur l'image de l'astronaute qui était encore imprégné de cette culture de Gagarine, Leonov, des pionniers. Ouais. C'était quand même les pionniers de la conquête spatiale. Complètement. Pas les pionnières, les pionniers. Les pionniers. Et même si Valentina Tereshkova faisait partie de ce premier groupe sélectionné finalement. Bon, probablement un petit peu de la philosophie soviétique à l'époque, de montrer son avancée. Et c'est vrai, quand tu évoques Gagarine, ça c'est vraiment frappant. À la Cité des Étoiles, Gagarine est partout. Dans tous les bâtiments où on rentre, la première chose qu'on voit, c'est un portrait très idéalisé de Gagarine. Avec le sourire. Avec le sourire. Toujours, bien sûr. Cette image de l'homme simple et qui a accompli quelque chose qu'on pensait impensable, inatteignable. C'est une époque à laquelle tu repenses souvent avec joie, avec nostalgie, avec ces 10 ans un petit peu hors du temps comme ça à Star City. Alors, j'y repense avec nostalgie à cause de la période actuelle, parce que moi, j'y ai vécu vraiment une famille et une fraternité. Ouais. Et donc ça, c'est compliqué à vivre aujourd'hui, parce que les communications sont pas faciles, on peut pas y aller, c'est difficile de parler, parce qu'il n'y a pas tout à fait cette liberté d'exprimer les choses. Mais pour moi, c'est une famille. Oui, j'ai vécu 10 ans dans la grande famille des cosmonautes, comme on dit en Russie. Et c'était de très belles périodes d'amitié, de solidarité, de coopération. Et d'entente, même dans des situations complexes, parce qu'il faut imaginer quand même, vous avez des équipes d'ingénieurs, des équipes opérationnelles qui ont une culture française ou une culture soviétique, pour arriver à écrire ensemble des procédures, signer des protocoles, c'est quand même un apprentissage qui prend du temps et où la confiance se constitue. Et avec le temps, parce qu'on a eu la chance de vivre longtemps là-bas, cette confiance, elle était là, et c'est quelque chose qui ne s'efface pas, en tout cas. Et cette collaboration, moi, je l'ai vécue à Baïkonour, vraiment très intensément aussi, dans cet endroit qui est au milieu du désert des steppes, où à l'occasion d'un décollage, on se retrouve avec une centaine de personnes, des Américains, des Européens, des Russes, comme une famille, enfin comme un village peut-être, on pourrait dire. C'était une centaine de personnes, complètement isolées, complètement dépendants les uns des autres aussi. Et tous réunis pour réussir la mission. Ouais. Et souvent réunis parce qu'on a soit un collègue ou une collègue qui va partir, soit pour certains c'est un ami, une mère, un père. Donc il y a vraiment cet aspect très très fort de la collaboration internationale, de la coopération dans ces moments-là. Et le fait qu'on soit isolé en plus dans le désert, je trouve que ça renforce encore cet aspect-là. De plus vivre ça aujourd'hui, je trouve ça dur. Oui, et puis je connais pas très bien Houston et la façon dont sont préparés les astronautes côté américain, mais il y a beaucoup de rituels côté russe qui sont dérivés de l'époque soviétique et qui sont des rituels qui placent l'humain au cœur de l'aventure. Alors, on l'a déjà dit souvent, il y a un film que tous les cosmonautes regardent la veille au soir du départ, le soleil blanc dans le désert, Bielison, c'est Poustin. Et il ne faut surtout pas partir avant la fin, parce que ça porte malheur. C'est le film à voir, ça porterait malheur de ne pas voir la fin du film. J'ai quand même vu plusieurs fois, peut-être me suis-je endormi, certaines fois, mais enfin, je ne suis jamais sorti avant la fin. Après, on plante un arbre dans l'allée des cosmonautes pour que l'homme laisse quelque chose de son union avec la nature qui marque son passage. Bien évidemment, l'autobus, c'est presque celui de Gagarine, pas tout à fait, Dieu merci, c'est un autobus un petit peu rénové aujourd'hui, mais avec des arrêts spécifiques avant d'arriver au pas de tir, le salut de la préparation à l'équipe des militaires, des forces armées qui vous donnent le go pour le départ. Bon, tout ça sont quand même des éléments qui sont des rites de passage du statut candidat astronaute. Tout peut arriver jusqu'au dernier moment. Ouais. On prépare toujours 2 équipages pour partir. Un équipage numéro 1, un équipage W1, au cas où.
Donc, c'est le rite de passage au statut d'astronaute. Et c'est important. Ces rites, de l'extérieur, ils ont l'apparence d'une superstition. Quand je les regarde, je me dis, oui, ok, on a fait ça une fois, ça a bien marché. Surtout, il faut rien toucher, on continue. Mais c'est intéressant ce que tu évoques dans leur rôle de passage, finalement. Ah oui, moi je le ressens comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui nous fait passer. Déjà, tu l'as évoqué toi-même en disant l'isolement à Baïkonour. L'isolement, on part avec les 2 équipages. Et le dernier jour, il n'y a plus que l'équipage numéro 1, le deuxième étant plutôt en retrait. Donc, petit à petit, on se sépare de ce qui vous a accompagné tout au long de la préparation pour vous amener à devenir le cosmonaute. Et l'isolement en fait partie. Ce petit groupe qui se rétrécit pour à un moment donné, hop, lâcher prise, si je dirais, et monter dans l'autobus qui va vous conduire sur le pas de tir. Oui, parce que quand on est dans l'autobus, on sait qu'on part. Oui. Oui, même quand on a déjà testé complètement le scaphandre dans la salle de préparation. Ouais. Après ta seconde mission spatiale, en 2001, à bord de l'ISS, tu reviens et tu es appelé dans l'équipe ministérielle pour devenir ministre délégué à la recherche, c'est ça? Recherche et aux nouvelles technologies. Et aux nouvelles technologies. On appelait ça nouvelles technologies en 2001. Ça n'a pas duré longtemps. Il y en a trop de nouvelles tous les jours, en fait, aujourd'hui. Et comment ça se passe déjà quand on est appelé à rejoindre une équipe gouvernementale? On t'envoie un fax, on t'appelle Alors, c'était un coup de fil. Bon, c'est pas tout à fait un hasard et c'est pas complètement tombé du ciel dans la ligne de téléphone. Quand on a la chance de s'entraîner pour une mission spatiale, quand en plus, effectivement, j'étais la première femme en France et voilà, ayant déjà réussi une première mission, une deuxième mission réussie, il y avait une atmosphère de coopération entre la France et la Russie, au niveau spatial, bien évidemment, et au niveau politique aussi, à cette époque. Et donc, il y avait des visites, et des échanges, et j'étais un peu une icône de la coopération franco-russe en étant présente sur place. Donc, j'étais amenée à faire partie de ce groupe de responsables politiques ou de responsables de compagnies qui pouvaient passer en Russie. Donc, il y a une connaissance mutuelle et une confiance qui a commencé à s'installer pendant les quelques années où ça s'est passé. Et puis ensuite, réussir de mission spatiale, ça change le regard des autres sur vous. Ils vous considèrent plus tout à fait comme une personne ordinaire qu'on ne connaît pas. On vous accorde la confiance dans votre capacité à être un trouveur de solutions, parce qu'un astronaute, c'est avant tout un trouveur de solutions. Et donc, la confiance plus la reconnaissance des compétences font que, voilà, j'ai été contactée, sollicitée pour rejoindre cette équipe. Et mon engagement à l'époque a été un engagement de conviction sur un sujet qui était mon sujet personnel, celui de la recherche, puisque j'étais médecin et chercheur et que c'était ma communauté. J'ai été intégré dans la communauté académique, bien évidemment, avec cet engagement en se disant, je peux peut-être apporter une impulsion, aider à fabriquer des solutions pour faire évoluer la communauté de la recherche et des technologies. C'est pour ça que j'ai accepté. Et tu as même ajouté un deuxième engagement, quelques années plus tard, en devenant ministre délégué aux Affaires européennes, c'est ça? Voilà, alors ça c'est un peu mes deux étoiles. Alors celle de la recherche et de la technologie, bien évidemment, c'est toute ma vie, toute ma carrière. Ça l'a été encore après la carrière d'astronaute. Et puis l'Europe, oui, parce que on l'a pas dit encore, mais j'ai été sélectionnée par la France en 85. Et en 99, l'ensemble des astronautes de toutes les nationalités européennes ont été regroupés au European Astronaut Center, dans le corps des astronautes européens. Donc j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne, l'ESA,
en 99. Donc ma seconde mission à bord d'ISS, Ouais. c'était une mission organisée à la fois par l'ESA et le CNES sur la fusée Soyouz, là encore. Donc l'Europe, je l'ai vécue, je dirais, dans le concret, dans Ah l'opérationnel. oui, complètement. On a suivi les vols Euromir. Ensuite, les expériences que j'ai menées, c'était des expériences de la communauté scientifique Ouais. européenne. Il y en avait qui arrivaient des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie. Enfin, on travaillait pour une communauté complètement européenne. Donc, je pratiquais l'Europe. Donc, pour moi, apporter cette conviction et là encore cet engagement sur le sujet européen pour qu'il soit ambitieux, bien conçu et qu'il soit facteur de faire avancer. Et la diversité, j'y reviens encore, parce que la diversité a été importante pour moi sur ces sujets-là. Donc effectivement, j'ai accepté la responsabilité de prendre en charge les affaires européennes entre 2004 et 2005. Et tu parlais de ta notoriété, justement, après ta deuxième mission spatiale, et certainement après ta première mission spatiale aussi. Bien sûr. Tu es, en France, finalement, une des rares personnalités du spatial qui a vécu tous ces différents types de notoriété. De la notoriété dans ton domaine, à la notoriété dans le spatial, à une certaine forme de célébrité même, ensuite. Mais Dieu merci, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça t'aurait pas plu? Je crois pas. Je suis d'ailleurs pas sur aucun réseau social aujourd'hui. Je trouve que c'est compliqué à vivre aujourd'hui, la notoriété. À l'époque, pas. Moi, j'ai vécu que des aspects positifs. Alors, parfois, une charge sur les épaules et une responsabilité, parce que Oui. quand vous devenez un peu quelque part, non pas un modèle, mais en tout cas un exemple qui puisse inspirer, motiver, il y a quand même beaucoup de sollicitations qui vous arrivent. Et donc, parfois, c'est des choix à faire, des responsabilités, des charges à accepter aussi pour répondre à ces sollicitations. C'est pas toujours facile, c'est parfois lourd. Mais je pense que la densité des choses, l'instantanéité aujourd'hui des réseaux sociaux rendent sûrement encore beaucoup plus complexe la façon de le vivre en sérénité. Moi, je l'ai vécu assez sereinement. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est Ou alors, il rare, faut avoir des protections autour. du style. Bon, La famille, les amis. la famille, les amis, les structures. Enfin, l'Agence spatiale européenne fait ça pas mal quand même. C'est ce qu'on peut. La notoriété, la célébrité, c'est quand même, en général, quelque chose qui isole un peu, ou qui change la personne. Tu l'as pas vécu comme ça du tout. Alors, ça l'isole, peut-être pas, parce que par ailleurs, ça vous fait rentrer dans des tas de cercles. Oui. Et moi, j'ai ce plaisir aujourd'hui, je suis en retraite de mes activités, mais d'être toujours connecté avec des écosystèmes très différents, que justement cette notoriété, cette reconnaissance m'a permis de m'y introduire. Celui de la communauté académique, c'était depuis longtemps. Celui de la techno, des ingénieurs, des grandes entreprises, celle de l'innovation, celle de la politique, celle de l'éducation aussi, parce que j'ai quand même beaucoup œuvré à partir de l'inspiration que peut-être le spatial apporte, pas peut-être, de façon évidente Sûrement, le ouais. spatial apporte. Donc c'est aussi une des missions et un des engagements et une des convictions qu'on a tous, astronautes, de partager, de transmettre et de donner envie et de titiller la curiosité. Donc tous ces écosystèmes, j'aurais pas pu tous les avoir dans les bras. Et j'essaie de les garder ouverts justement parce que ça me permet souvent de mettre en relation des gens d'un écosystème à l'autre, alors qu'ils avaient quand même peu de chances de se rencontrer. Moi, j'ai la chance d'avoir gardé ces portes ouvertes. Donc, c'est pas quelque chose qui isole. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui m'a donné de l'ouverture. Après, ça vous donne des devoirs. Oui, tu parlais de responsabilité. Il y a responsabilité, évident, ouais. oui, responsabilité d'être un peu comme le personnage que les gens pensent que vous êtes. Ouais. Donc, il y a parfois un petit décalage. Il y a quand même une duplicité, tu dirais, entre le personnage et toi. Alors, il faut essayer de la réduire au minimum, parce que sinon, c'est très inconfortable. Si vous En ramenant le personnage vers soi ou en tirant soi-même vers le personnage, du coup.
en faisant comprendre aussi à ceux qui vous voient différemment comment vous êtes réellement. Ouais. Je veux dire, l'authenticité, c'est quand même quelque chose d'important. Sinon, si on ment ou mais ça devient compliqué. Je Non, mais ce que je préfère veux dire, me c'est pas que me trouver dans ces situations-là. parfois les gens vous voient comme voient une version idéalisée de soi-même. Mmh. C'est aussi une muse intéressante, ce personnage, d'essayer de se tirer soi-même vers une version plus, euh, plus valeureuse de soi-même. Ça peut être aussi une motivation. Oui, alors ça donne de l'exigence. C'est ça, c'est ça. Mmh. Ouais. C'est vrai que je suis souvent amenée à intervenir ou à faire des papiers ou à prendre la parole. Heu, J'essaie de le préparer, pour, voilà, heu, porter au niveau, non pas d'excellence, pas mais au meilleur niveau possible, Ouais. ce que je peux apporter. Et ça, c'est effectivement enfin, mais tant mieux. Je veux dire, on grandit tous les jours de sa vie et si c'est l'extérieur qui vous pousse à grandir, c'est très bien. Parfois, on grandit de l'intérieur, mais parfois, c'est les autres qui vous amènent à grandir. Moi, j'accepte. Et cette notoriété, elle ne fait pas partie du contrat. Quand tu as signé pour être astronaute, c'était Mmh. pas tout à fait ça. Enfin, ça faisait pas partie du job, en fait, au départ. Ou alors c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais. Non, ça fait pas partie du job. Même une petite, anecdote, après le long processus de sélection en 85, arrive ce jour de septembre 85 où il y a l'annonce officielle des 7 astronautes retenus dans la sélection et donc on est tous dans une salle, au CNES, derrière un pupitre avec des des journalistes en face et voilà, on présente chacun des individus et la question aux journalistes et là, tous les micros se tournent vers moi et c'est là où j'ai découvert que j'étais la seule femme. Ah oui. Donc je j'étais pas du tout préparée à devenir un objet exotique. Bon, c'était déjà un peu exotique d'être, astronaute D'être sélectionné astronaute, sur c'était 1000 comme si candidats. c'était pas assez exotique. Ouais. Mais voilà, il y avait une dimension que j'avais pas du tout perçue D'accord. et après quand je parlais de responsabilité, ça veut dire que, on l'accepte. Certains peut-être ne l'acceptent pas. D'ailleurs, il y a parfois des astronautes qui se mettent en retrait d'une vie Oui, plus publique. c'est vrai. Ça existe, c'est un choix. C'est un choix exigeant, comme Mhm. je le disais tout à l'heure. Moi, je l'ai accepté pour les femmes, je l'ai accepté pour les enfants, Mhm. inspirer la jeune génération. Je l'ai accepté pour, la science et je l'ai accepté pour l'Europe. Parce que tu t'es dit que c'était justement, comme tu l'as expliqué, un des meilleurs moyens d'apporter ta contribution Apporter une à ces contribution, de engagements. faire comprendre que la diversité et la présence des femmes, c'était quelque chose d'important, qu'avec, en débloquant parfois certains des barrières, inconscientes ou que d'autres vous mettent, on peut avancer et on peut aller sur un chemin qui est un rêve, quelle que soit la nature du Ouais. rêve, enfin en tout cas le désir de sa vie et que voilà, on peut le faire. Pour la jeune génération et je pense que c'est de plus en plus important aujourd'hui, continuer à lui garder sa capacité de curiosité, d'émerveillement, qu'elle soit pas, blasée, qu'elle soit pas uniquement virtuelle, mais qu'elle soit aussi dans la Mhm. réalisation, dans le faire. Et donc ça, c'était quelque chose d'important pour moi. L'Europe avec son ambition et la nécessité de coopérer, d'avoir voilà, des stratégies qui vous permettent d'avancer au bon niveau d'ambition de tous les talents et les capacités européennes. Donc oui, effectivement, je me suis engagée sur ces sujets en sachant que je pouvais contribuer parce que les discours, c'est bien, mais la vraie personne qui vous parle de son expérience, de sa vie, c'est important. Ça peut changer les choses. Quand je suis sur une estrade à parler à des étudiants ou à des enfants, ou quand on me demande d'inaugurer un groupe scolaire à mon nom, et ça arrive très souvent, c'est bien, c'est parce qu'on veut voilà, des images de femmes scientifiques, et je l'accepte Ouais. volontiers. Le fait que je parle et j'incarne, cette aventure, cette volonté, cet enthousiasme, c'est on m'en remercie beaucoup. Je voulais te demander, moi, pour avoir suivi beaucoup d'astronautes en entraînement, de la génération de 2009 notamment, c'est toujours un moment long et assez difficile pour les familles, pour les gens qui les entourent,
pour leur conjoint. Et toi, tu as une particularité, c'est que ton mari est aussi astronaute. Oui, ça facilite beaucoup, beaucoup les choses, c'est sûr. Alors, Jean-Pierre Aigneret, donc mon mari, qui a volé 2 fois lui aussi, 2 fois sur la station Mir, en 93 et en 99. Mhm. On a été sélectionnés en même temps, avec des profils très différents, puisque lui Puisque est lui, un il était général de pilote. l'armée de l'air, Ouais. pilote de chasse, pilote d'essai, et que moi j'étais catégorie chercheur. Et travaillant donc dans des domaines différents, sur des lieux différents, donc on ne se connaissait pas avant. Mais il est parti à l'entraînement, lui, en 91, et moi je l'ai rejoint en 92. J'étais sa doublure pour son vol de 93. Ça veut Et dire que à Baïkonour, tu étais avec lui en tant qu'équipage doublure. oui, ben oui. J'ai été 2 fois sa doublure. J'ai été doublure de son vol de 93 et j'étais la doublure de son vol de 99. Il n'a jamais été ma doublure. Mais bon, Ah, c'est pas... tant pis pour lui. Et donc, bien évidemment, ben voilà, notre histoire s'est vraiment concrétisée pendant ces années d'entraînement. Et on partageait la même vie, les mêmes passions, les mêmes difficultés, on s'épaulait mutuellement parce que Ouais. bien évidemment, apprendre, en ce qui me concerne, moi médecin, les plateformes gyrostabilisées ou l'amarrage de 2 objets à 28 000 km/h dont il faut annuler la vitesse relative, ça fait pas partie de mes cours de médecine. Mais Donc lui, par voilà. contre, Alors un pilote d'essai, il a pu m'éclairer parfois sur quelques obscurités des cours théoriques russes, donc bien évidemment, ça rend les choses, ça donne de la proximité. ouais. Et puis, moi, par ailleurs, je pouvais l'accompagner sur des relations avec les expérimentations scientifiques. Comment se faire une Ouais. coupe 4 cavités avec un échographe. Ça m'était plus Bien évident que sûr. ça ne l'était pour lui. Parce qu'il en a fait, lui, Donc, pendant ces 6 mois à bord de la station eh Mir, oui. des expériences en physiologie Alors bon, humaine. voilà, on est multitâche quand on est à bord, en fait. Ouais. Donc cet entraînement, il est complexe, il est long parce qu'il faut apprendre des tas de choses et monter en savoir, en connaissance et monter en savoir-faire et en capacité opérationnelle. Donc bon, ça c'est le but de l'entraînement. Et donc on s'épaulait mutuellement par nos différences et puis par ouais, l'excitation de l'aventure. C'est quand même quelque chose de tout à fait magique Ouais. d'être à la Cité des Étoiles, parmi ces mythes, ces héros, de participer à une aventure tout à fait exceptionnelle. On est, je pense, 680 dans le monde à avoir été en orbite, ou un Mm. petit peu moins. J'ai mis ma petite orbite d'ailleurs sur ma veste. Ça, c'est le pins de l'association des Space Explorers. Voilà, C'est ça? Association of Space Explorers. Et quand on fait un vol orbital, eh bien, on a un pins numéroté. Tu connais ton numéro par cœur? Non, j'ai Non. pas amené la boîte. Il faut que je Ah, il est regarde. sur la boîte, il n'est pas gravé derrière. Non, il n'est pas gravé. D'accord. Il est sur la boîte du pins. Donc, voilà, c'était non seulement beaucoup plus facile, mais c'était extraordinaire de le vivre à deux. Ouais. Et je comprends la difficulté d'une expatriation, en particulier vis-à-vis de sa famille proche. Mm. Si vous avez des enfants, là, on a même donc une fille Ouais. qui est née en 98, entre mon premier vol et mon deuxième vol, Mhm. et qui a passé 3 ans, 4 ans de sa vie à la Cité des Étoiles, à aller au Детский сад, le jardin d'enfants des cosmonautes, et qui répondait aux journalistes qui lui demandaient « Ça ne te fait pas tout drôle d'avoir un papa et une maman astronautes ?» Et elle, du haut de ses 3 ans, disant « Mais tous les papas et tous les mamans sont astronautes. » Bah oui. Puisqu'elle n'était qu'avec des enfants de cosmonautes pendant sa vie à l'école, au Ouais, jardin c'est sûr. d'enfants. Donc, tout ça était, ça a densifié encore le caractère extraordinaire de cette aventure, bien Ouais, sûr, avec beaucoup de j'imagine. bonheur. J'imagine. On parlait des exemples pour les jeunes générations. Et effectivement, pendant très longtemps, tu as été la seule femme astronaute en France. Ensuite, on a eu Samantha Cristoforetti, l'italienne, deuxième femme européenne astronaute. Et dans cette nouvelle sélection, nous avons Sophie Adenau, qui est française elle-même. Tu l'as rencontrée, j'imagine. Oui, alors j'ai eu ce plaisir et privilège aussi d'être contactée par pas mal de jeunes femmes Mhm. qui voulaient se lancer dans la candidature. Ah, donc tu l'as rencontrée avant moi, donc.
Je l'ai rencontrée, oui, Avant probablement. Toi. qu'elle... Et j'en ai rencontré d'autres aussi. Ouais. Et quand tu parlais d'inspiration, d'exemple, quand je parlais d'incarner vraiment, c'est-à-dire de raconter les plus et les moins et d'expliquer ce que c'est, comment c'est. Moi, j'ai eu plein de contacts avec des jeunes femmes Bien qui se sûr. présentaient à la sélection. On a passé du temps, des hommes aussi, Ouais. des jeunes gens, passer du temps à expliquer un petit peu ce que ça pouvait représenter. C'est quand Mhm. même un engagement dans une carrière professionnelle qui va quand même transformer votre vie. Il faut être C'est au sûr. courant. Et vous êtes parti pour 15 ans de carrière au minimum. Donc il y avait toutes ces interrogations et Sophie faisait partie des jeunes femmes qui m'ont contactée. Et ben, il y a eu beaucoup de jeunes femmes tout à fait formidables. Mais bon, c'est vrai que Sophie était particulièrement exceptionnelle. euh, et rayonnante et enthousiaste et motivée. Donc ça a été un vrai bonheur de la suivre un petit peu. C'est vrai que je suis très sensible au fait qu'elle dise que mm, mon exemple a pu l'aider Mhm. à se dire que dans son orientation de carrière, mais elle est pilote d'essai, première femme française, enfin première femme, peut-être même européenne, pilote d'essai d'hélicoptère, hein, Mhm. c'est-à-dire tester une machine infernale dans des domaines de vol qui n'ont pas encore été explorés. C'est Ouais. quand même quelque chose de Ouais. top niveau, avec plein d'autres compétences Et puis des par qualités ailleurs. humaines, des qualités Voilà, humaines. des Par qualités ailleurs. humaines, des qualités dans des compétences qui ne sont pas simplement celles de l'ingénierie. Je rappelle qu'elle a un Master of Science du MIT, Mhm. en neurosciences. Donc, c'est quand même quelqu'un de très, très haut niveau, des qualités humaines, des qualités de vie et d'organisation de vie, parce elle a quand même ce recul, cette distance, cette façon de s'organiser qui sont tout à fait formidables. Et ben, je suis moi, très, très heureuse que Sophie voilà, soit vraiment, vraiment sur le bon chemin de l'aventure, puisqu'il est prévu qu'elle vole en début 2026. Elle a des qualités humaines qui font qu'elle est fidèle aussi. Et c'était pas simplement avant, c'est au maintenant, Mhm. encore, Mhm. aujourd'hui. On a des liens, on communique, elle se souvient de choses. Et elle est à la fois dans cette certitude d'être la bonne personne, et il faut l'être, être déterminé pour avancer, mais aussi dans la reconnaissance et dans l'humilité à poser des Ouais. questions. C'est bon, c'est vraiment une très très belle personne avec beaucoup de compétences et on est très très fiers. Je peux dire que c'est tout le monde, hein, tous les Européens, hein, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Ouais, ouais. Et puis, la jeune génération, ils le voient bien, que c'est une étoile. Elle Absolument. brille, elle Elle brille. inspire, Tu elle est vois, formidable. pour te dire, moi, je faisais partie du jury de sélection Mmh. de la dernière étape de la sélection. C'est-à-dire qu'on était 5 et on a vu passer les 50 meilleurs candidats de 2022. Je ne vais pas dévoiler de secret, bien sûr, de cette étape de sélection. Mais je peux te dire, quand Sophie est entrée dans la salle, qu'elle s'est assise, on en avait déjà vu pas mal. Hein. Mmh. Et donc, on avait une bonne idée du niveau global qui était déjà très haut. Sophie s'est assise, elle nous a regardés, elle a commencé à répondre aux premières questions. Il y avait quelque chose d'autre. Tu parles de... Moi, je parlais toujours de la lampe torche allumée. Je disais toujours, est-ce que celui-là ou celle-là, elle a la Mmh. lampe torche allumée ou pas? Ouais, la lumière sort par ses yeux, hein. Alors là, c'était incroyable. Oui, Sophie est unique, Ouais. vraiment. Ouais, non, mais c'est ce qu'on a vu tout de suite. Ça suffit pas pour être astronaute. Non, ça Mais ne suffit pas. c'était une Mais qualité qui était on essentielle. on la suit et on est heureux qu'elle puisse, voilà, apporter sa contribution, parce que c'est Ouais. important, et puis réaliser son rêve, parce que vraiment c'est un rêve qui était un rêve d'enfant pour Sophie. Pour moi, je dis que j'avais un rêve quelque part, mais que c'est surtout l'opportunité Oui, qui m'a fait devenir astronaute. c'était quoi ton Sophie, elle est rêve? née astronaute. Toi, c'était quoi ton rêve au départ de vie, quand tu étais petite? Je sais pas, j'avais des facilités à l'école. Je vais pas écraser les petits enfants qui vont nous écouter, mais bon, tout le monde sait qu'on m'a surnommé bac+19 puisque J'ai lu ça il y a pas j'ai très longtemps. accumulé des diplômes de toutes sortes et que ben voilà, j'étais première, major, Ah, voilà, ah. donc le parcours de la bûcheuse quoi. Ouais. Donc en fait, tout m'était ouvert. Parfois, on n'a pas cette chance que Mhm. tout puisse vous être ouvert. Donc,
voilà, j'avais pas vraiment de rêve. Le sport m'intéressait beaucoup, ça, clairement. Mais d'ailleurs, la connaissance du corps et le plaisir du corps en microgravité, c'était quelque chose qui, dans mon cas, a été particulièrement jouissif. Alors, Thomas Pesquet dit on a des super pouvoirs pendant qu'on est en vol. Ça, c'est vrai, c'est quand même des super pouvoirs hyper plaisants. Enfin, moi, je suis retombée en enfance quand j'étais C'est-à-dire que tu as commencé en à jouer, microgravité. à t'organiser des jeux de microgravité, des jeux en apesanteur. Oui, de révéler des capacités de son corps, de sa façon de se comporter avec les objets, qu'on n'a pas au sol. Au sol, on est coincé par le facteur de gravité. Dans le champ de gravité, tout tombe, chute, on se cogne, on est déséquilibré. On gagne des degrés de liberté absolument extraordinaires. Et donc des super pouvoirs temporaires. C'est quelque chose dont tu te souviens. J'ai entendu un jour Alexander Gerst, qui est un collègue de l'Agence spatiale européenne, Bien un sûr. astronaute, à qui on posait la question, qu'est-ce que ça fait d'être en apesanteur dans la station? Et il a répondu en disant, c'est un peu comme si vous me demandiez, comme si je vous demandais, qu'est-ce que ça vous faisait il y a 3 semaines quand vous étiez debout dans votre salle de bain? C'est pareil, c'est tellement normal Oui. que j'aurais du mal à vous expliquer ce que c'est le cas ou pas? Oui. Oui, ça revient à ce que c'est ces capacités d'adaptation qu'on peut avoir qui m'ont étonné. La rapidité, la complétude avec laquelle on devient adapté à cet environnement qui n'est pas du tout un environnement habituel pour un terrien. Hein. Euh, la capacité à mon second vol d'être immédiatement adapté, comme si quelque Voilà, part c'est il y avait ça. des schémas que j'avais eu la possibilité de révéler et de réexploiter. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui m'a passionné, intéressé aussi sur le plan médical, parce que se dire que peut-être on peut trouver des mécanismes de déblocage de certaines choses qui pourraient vous permettre de mieux vous adapter, de réparer, de compenser. Mhm. Et donc, ça donne aussi des ouvertures sur des innovations potentielles dans le monde du médical et de la santé. Et tu parlais de ton deuxième vol. Évidemment, quand tu découvres, ou que tu redécouvres l'absence de pesanteur dans ton deuxième vol, tu es dans la capsule Soyouz encore, mais après l'arrimage, tu ouvres la porte d'une station complètement différente. Là, en 96, tu voles à bord de Mir, et en 2001, tu es à bord de la Station spatiale internationale, qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est beaucoup plus embryonnaire à cette époque-là, mais quand même, le style est différent, la couleur, la lumière est différente. Est-ce que tu as un souvenir de ça? Alors, j'ai le souvenir d'avoir vécu l'entrée dans la station Mir comme entrer dans un immense volume. Elle était énorme, la station Mir à l'époque. Il y avait des modules dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas, en arrière, en avant. Donc, quand je parle de désorientation et de Ouais. petites perturbations cognitives à l'arrivée, c'est lié à ça aussi. Alors, c'est lié à ça, et puis c'est lié à premier regard par le hublot, Mhm. de voir l'Afrique au-dessus de l'Espagne. Ouais. C'est pas naturel. On fait le tour du hublot pour remettre ça dans le sens de l'Atlas, tel qu'on l'a appris dans sa géographie classique. Ça va assez Ça vite va mieux, ouais. ensuite. Après, ça va mieux. Mais donc, c'était entrer dans un énorme volume avec cette sensation que c'était une maison qui avait été habitée par des tas de gens, des tas d'équipages. Il y avait des trucs partout. Il y avait des photos, des cassettes, vidéo, bien sûr, à l'époque. C'était habité comme une maison de famille, où il y avait Parce que plein les de équipages choses. avaient laissé des choses avant de repartir, c'est Oui, ça? et puis elle avait vécu longtemps, Bien cette sûr. station. Hein. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle était en orbite. Donc c'était une grande maison où les gens étaient passés, où ils avaient laissé des traces, où c'était le bazar aussi quand même. Hein, parce Comme que, une grande coloc, un peu. ouais, c'était une grande colloque, pas toujours bien rangée. Je pense que heureusement la station spatiale est mieux rangée aujourd'hui, on a Ouais. plus d'outils pour bien ranger. Mais c'était ça. Euh, et quand je suis rentré dans la Station spatiale internationale, 2 modules seulement en 2001, Mhm. hein, c'était le tout début, c'était Ouais. embryonnaire, hein, nœud de jonction et puis un sas de décompression pour les sorties extravéhiculaires. Je suis rentré dans un truc tout longitudinal et tout propre. Il n'y avait rien sur les murs. Mhm.
Donc c'était aussi, voilà, c'était deux endroits tout à fait différents. Et puis après, on y vit, donc ça devient, bien sûr, On s'y un lieu de vie. attache. Ouais. Mais le module russe de la Station spatiale internationale était très proche du module russe de vie de la station Mir. Ouais. C'était quand même copie. C'était une copie. Ouais. Mm. Est-ce que tu as un attachement différent à l'une ou l'autre des stations, personnellement, je veux dire? En gros, tu préfères Mir ou tu préfères l'ISS? Ben, aujourd'hui, je réponds comme une former astronaute qui a suivi l'évolution de Ouais. tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Mon dernier vol, c'est 2001, presque 25 ans. Hein. Moi, je l'ai suivi comme opérationnel et dans le domaine de la recherche, des innovations qu'on pouvait. Je l'ai suivi aussi depuis 20 ans avec le passage d'activités strictement institutionnelles à des activités où on commence à envisager de la R&D, de la recherche et Ouais. développement privé. Donc, je suis attaché à ce que cette infrastructure énorme qui est en orbite aujourd'hui soit un magnifique et unique laboratoire Ouais. où on a vraiment des opportunités extraordinaires. En tant que médecin et chercheur, moi j'ai vécu une station spatiale où on décrivait les phénomènes d'adaptation. Ah ouais, il y a des troubles cognitifs. Ah oui, il y a de la fonte musculaire. Ah oui, l'os paraît plus fragile. C'était descriptif. On ne pouvait pas entrer dans la compréhension, dans les mécanismes. Ouais. Et ça, c'est frustrant de se dire, bah oui, on voit que c'est pas pareil, mais on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi. Et aujourd'hui, on est en capacité d'entrer dans ces mécanismes, de comprendre, d'aller très profondément, et même de proposer des innovations tenant compte de ce caractère particulier de la troisième dimension, de l'absence des effets de la gravité, qui fait que ce soit en culture en 3 dimensions, que ce soit en cristallisation, il y a des tas de choses qui sont aujourd'hui possibles parce qu'on a des outils à perfectionner. Donc voilà, je suis peut-être un petit peu frustrée de ne pas avoir eu l'occasion d'exercer mes compétences de chercheur et de médecin avec la qualité des infrastructures aujourd'hui en Ouais, je orbite. comprends. Je comprends. J'aimerais bien y retourner T'as- pour utiliser tous ces beaux labos et faire cette belle recherche. Avant 2030. Faut te Oui, presser. 2031, j'ai lu que ça avait Ouais, glissé un peut-être. petit peu. C'est 2031. Ouais. Et puis, dans la nostalgie complète, j'ai 3 regrets. 3 regrets Ouais. seulement. J'ai pas fait de vol de longue durée. Oui. C'est-à-dire plus de 3 mois en gros, l'époque Ouais. de longue durée. Ouais. Donc, j'ai pas eu le temps d'apprendre la Terre par cœur en Ça, regardant par ok. le hublot. D'accord, premier regret. J'ai pas fait de sortie extravéhiculaire. Mhm. J'ai pas été ce petit satellite aux avant-postes de l'humanité dans le cosmos infini. Et j'ai pas marché sur la Lune. Alors que j'ai été fascinée par le premier pas de l'homme sur la Lune. Ouais. Voilà. Bon, J'ai quand déjà, même vécu des belles aventures. t'as 3 regrets que tu peux partager avec beaucoup de gens. C'est vrai. Sans doute. Mais, Sans doute. mais c'est vrai, la Lune, c'est quelque chose qui te fascine encore quand tu la regardes la nuit. Tu te dis, j'ai été astronaute, j'aurais pu être destiné à faire ça. Je savais que je ne le ferais pas parce qu'on Ouais. n'était pas dans cette période où les programmes lunaires étaient relancés encore. Mais il est clair que d'une part, sur le plan professionnel aujourd'hui, je suis toujours très impliquée sur des Ouais, groupes de travail bien qui sûr. concernent les infrastructures lunaires et tout ce qui peut s'y développer. Parce que voilà, je trouve que c'est passionnant et qu'il y a des opportunités formidables. Et puis, c'est vrai que je suis sensible à la beauté du ciel, que je suis sensible à la belle lune bleue qu'on a eue au mois d'août, Ouais. qui était vraiment complètement extraordinaire. Et que ça, quand je regarde le ciel, j'ai eu la chance de passer l'été en Provence, et donc les ciels étoilés de Provence, c'est quelque chose de formidable. Ils sont très beaux, mais quand vous êtes dans une station spatiale, que vous regardez par le hublot côté cosmos, et pas le hublot côté Terre, vous êtes dans la Voie lactée. Vous êtes dans la voûte céleste. Et cette troisième dimension, elle est là aussi. Et je t'ai demandé de nous apporter un objet qui symbolise ton attachement au spatial. Et est-ce que tu peux nous dévoiler cet objet? Ben oui, je vais dévoiler cet objet qui me tient à cœur parce que, voilà, je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir. C'est un petit passeport bleu
qu'on m'a remis avant de monter dans la fusée Soyouz pour mon premier vol. Avant de monter dans la fusée, donc vraiment le jour du décollage? Ou la veille, je Ou ne la sais plus veille, dire d'accord. exactement. Voilà. Un petit passeport sur lequel il y a ma photo, il y a mon nom, il y a la date, que j'ai monté avec moi, qui est tamponné des tampons n'existant que dans la station spatiale. Donc C'est certifié. Ça prouve que j'ai volé d'ailleurs. Tiens, si je veux démentir les fake news qui disent que j'ai jamais volé, j'ai le tampon de la station sur mon petit passeport. Et ce passeport, c'est un témoignage que ces êtres humains qui ont la chance d'aller dans l'espace, ou le privilège d'aller dans l'espace, sont des êtres humains qui sont des ambassadeurs de l'humanité. Et que si toutefois, à un moment donné, il y a une situation d'urgence sur la mission qui fait que vous allez atterrir à un endroit qui n'est pas l'endroit où les équipes de secours vous attendent en cas d'atterrissage ou les équipes en cas d'amérissage avec les nouvelles capsules, tout le monde doit vous porter secours parce que vous êtes un représentant de l'humanité. C'est à ça que ça sert. J'ai mon petit passeport d'être humain. Donc c'est à ça que ça sert concrètement. Et il ne me sert pas à aller aux États-Unis ou à... Non, malheureusement. Bien sûr. Mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Tu l'as pendant ta mission spatiale, au cas où tu atterrisses dans un endroit qui n'est pas prévu. Bien sûr. Et l'humanité a obligation de te porter secours. Oui. C'est incroyable. J'adore. Je la mets juste pour toi. J'adore. Je peux l'avoir dans les mains? Ça, c'est quand même incroyable. La FAI, donc on voit FAI. C'est la Fédération Astronautique Internationale. C'est ça. Donc c'est internationalement, je ne sais plus si ça se fait toujours aujourd'hui, ça a peut-être un autre format. Avec le tampon de Mir. Ben oui. C'est fou. Ben oui. Et la photo de Claudie. On pourra le montrer après. Incroyable. Tiens, je te le rends, c'est très précieux. Merci beaucoup. Précieux. Et c'est un très très bel objet. Très bel objet. Tu l'as dit tout à l'heure, tu décrivais ta situation de jeune sélectionnée, seule femme au milieu de ce groupe d'hommes. C'était la même en 2009 pour Samantha Cristoforetti à l'agence. Mais là, cette fois, en 2022, on a une représentation beaucoup plus grande des femmes dans le corps des astronautes ainsi que dans la réserve. Donc il y a à la fois, pour le savoir du côté de l'agence, vraiment une ouverture dans tous les domaines. C'est pas si simple, puisqu'on recrute dans des pools, dans des domaines qui sont déjà dominés par les hommes. Mais il y a aussi une manière de s'adresser à ce public qui peut être plus ou moins propice à la sélection, ou en tout cas à la candidature de femmes. Donc ça, je sais qu'on a beaucoup fait des efforts dans ce sens-là. Comment toi, qu'est-ce que ça t'inspire de voir plus de représentation des femmes? Je veux bien d'abord rappeler déjà un peu les chiffres de la progression. 85-10% de candidatures féminines. Ouais. Ensuite, tu parles de la sélection de 2008 de Samantha, c'était 14%. C'est ça. Monté, mais pas beaucoup. Ouais. La sélection de 2022, il y avait 24% C'est ça. de candidatures. On n'est pas... Et au total, dans ce pool des 24%, elle représente pratiquement 50% de la sélection finale. Donc ça, c'est des chiffres qui montrent qu'il y a une progression. Et même si on regardait les chiffres côté américain, on voit aussi que les promotions d'astronautes sont très, très paritaires aujourd'hui. Alors, c'est lié à plein de facteurs. Et tu as raison de dire que la façon dont on s'adresse, les mots qu'on utilise, la façon dont on véhicule les messages, il faut sortir d'un formatage qui soit trop formatage masculin. Mais même la musique, tu vois. Moi j'étais en charge de la vidéo qu'on a produite pour informer de la sélection. Et on s'est attaché à ce que la musique soit pas ce que moi j'appelais la musique la musique testostéronée, qui est vraiment le classique du spatial. C'est des détails qu'on doit prendre en compte aussi. Il y a l'écriture, il y a la musique, il y a aussi les films. Et moi, j'ai le souvenir du film d'Alice Vinocourt, vous avez beaucoup travaillé avec l'agence pour porter Proxima. C'était un très joli film, plein de sensibilité, où je trouve que les difficultés étaient malgré tout mutuellement partagées entre les hommes et les femmes. Absolument. Et j'ai trouvé que c'était pas du tout un film
uniquement féministe et Pas que du c'était tout. quelque Ouais. chose qui montrait bien la réalité des sujets. Donc il y a tout ça qui est utile. Le fait qu'effectivement aujourd'hui, on est dans une utilisation et exploitation des stations spatiales qui requiert des tas de profils, hein, de compétences dans lesquels il y a un peu plus de femmes déjà présentes, dans le monde médical, dans le monde de Mm. la recherche dans le domaine des sciences de la vie, il y a Mm. quand même un pourcentage de femmes qui est plus important que celui probablement de la musique électro ou du monde du digital, où on a encore trop peu, Ouais. et effectivement, de poules de jeunes femmes. Mais le fait que même si le pool est encore restreint, on a ces femmes pleines de conviction, pleines d'inspiration, de désir, de rayonnement, de détermination, de patience et de qualité, qu'elles explosent les compteurs. C'est formidable. Donc des femmes très capables, il y en a beaucoup. Il faut peut-être à un moment donné pouvoir leur permettre d'entendre et de se dire c'est pour moi. Parce que quand on est trop testostéroné dans la façon de s'exprimer, parfois c'est pas audible pour une jeune fille C'est ou vrai. pour une femme. C'est Donc vrai. c'est important aussi de le véhiculer. Attention aux mots, à l'expression. Et d'ailleurs, tu sais, ça a été un sujet même sur ce projet de Elles font l'espace. Moi, quand j'ai monté ce projet, en parlant avec des partenaires potentiels, des gens qui pouvaient nous aider, j'ai senti que c'était pas évident de soutenir un projet qui a pour ambition de réduire un peu cet écart entre les hommes et les femmes dans le domaine. C'était pas évident que ce soit porté par moi qui suis un homme. J'ai senti que c'était un sujet. On m'a dit mais pourquoi est-ce que les femmes feraient pas quelque chose pour les femmes, pourquoi c'est vous qui devez faire ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et tu as répondu quoi? En général, alors, je vais raconter l'anecdote. Ouais. On était avec Julien qui travaille. Je trouve ça étonnant avec qu'on ait moi. posé la question, mais vas-y, tu as Je vais te répondu dire. quoi? Donc, j'ai tout simplement répondu, écoutez, je comprends que le problème, ce soit que je sois un homme, mais si vous voulez le faire, faites-le. En attendant, je vais le faire. C'est tout ce que j'ai répondu. Parce que j'ai pas d'avis sur la question, à vrai dire. S'il y avait une femme à ma place, pour moi, ce serait ni moins bien ni mieux. Je le fais parce que personne d'autre le fait pour l'instant. C'est tout. Avec les petites barrières encore misogynes, parfois je trouve que c'est très bien que ce soit un homme qui le fasse. Parce que je trouve que les réseaux de femmes, c'est quelque chose de très très important, parce que parfois on en a besoin de pouvoir se dire des choses qu'on dirait pas dans un autre contexte et qu'on va dire dans un réseau féminin. Mais il ne faut pas que ce soit une exclusivité des femmes s'adressant aux femmes. Et je pense que la diversité de l'auditoire et la façon dont on parle, elle doit représenter la diversité qu'on a dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est une chose importante. Et je voulais aussi te féliciter dans le choix des intervenantes que tu mets dans ton podcast, parce que c'est toute une diversité de postes, de compétences, d'origine des jeunes femmes avec qui tu parles. Et ça, c'est formidable, parce que si on ne met que des êtres d'exception, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, parce qu'on est 70 femmes dans le monde. Bon, ça fait pas beaucoup sur la population féminine globale. Ça peut être quelque chose qui bloque un petit peu. Tu vois. Alors que si on montre la diversité des métiers du spatial, il n'y a pas que l'astronaute, c'est un peu la cerise sur le gâteau, l'astronaute, et c'est un exemple très inspirant, mais tous ceux qui sont là pour faire en sorte que ça réussisse, qu'il y ait des lanceurs, qu'il y ait des satellites qui nous permettent d'avoir justement un espace au service de tout ce qui fait notre vie actuelle au XXIe siècle. Et bien tout ça, c'est des femmes ingénieurs, c'est des femmes managers, c'est des femmes qui s'occupent de la logistique. Des juristes. Des juristes, en fait, c'est plein de métiers qui sont, où on espère avoir, et effectivement, les femmes, là aussi, exprimer tout leur talent. Ouais, absolument. On rentre dans une période du spatial où les acteurs commerciaux prennent de plus en plus de place sur les acteurs institutionnels, comme les grosses agences, l'ESA, la NASA, etc. Comment tu vois cette transformation du secteur spatial et le jeu que joue justement
ces nouveaux acteurs? Alors c'est une question très actuelle et un peu large et complexe. Si je prends la partie de la Station spatiale internationale telle que je l'ai vécue, qui est un laboratoire unique et absolument extraordinaire pour réaliser une recherche qui est arrivée maintenant à un niveau de maturité, d'automatisation, de reconfiguration, c'est bienvenu que de pouvoir le mettre à disposition d'une recherche et développement qui soit pas uniquement institutionnelle, avec les Ouais. grands organismes de recherche tout à fait performants, mais qui soit aussi au service d'une recherche appliquée, et une recherche qui peut amener des innovations dans le monde des télécoms, dans le monde de la santé, dans des tas d'autres domaines. Donc, que on évolue vers une composante plus privée dans l'aspect exploitation commerciale et exploitation qu'on peut faire de la recherche, ça me paraît bienvenu. C'est bien. Et puis en plus, sur le plan de la répartition des coûts et des financements qui peuvent être complémentaires, c'est sûrement bienvenu, là aussi, que tout le monde participe. Donc voilà, ça me paraît très bien. Je parle de missions dédiées à des activités de recherche et de technologie et des activités qui sont utiles à notre société. Je ne parle pas de entertainment, de loisirs et de tourisme. Bon, pour toi, il y a une différence entre les missions privées qui vont faire de la recherche au bénéfice d'entreprises privées, type développer des nouveaux matériaux, tester des Absolument. nouvelles technologies, et les missions privées du type j'emmène mes meilleurs potes dans une capsule et on décolle. C'est une grosse différence pour toi. Oui, c'est bien sûr une différence pour moi. C'est une différence aussi pour les jeunes ingénieurs à qui on s'adresse. Parce que quelque chose qui n'existait pas vraiment à mon époque d'astronaute du siècle dernier, où on a apporté la culture du risque, de l'audace. Voilà. Ouais. Il y a aujourd'hui une culture de l'impact de nos actions qui est très très présente dans les cerveaux des jeunes ingénieurs aujourd'hui, qui nous disent, alors c'est quoi l'impact environnemental, l'impact retour bénéfice sur la Terre? Comment on gère ça? Est-ce que justement, et ça va revenir à ce que je voulais aborder aussi sur le fait que l'institutionnel, quelque part, il peut être là aussi en accompagnement, garde-fou et en ambassadeur du bien commun, parce que pour moi l'espace est du bien commun. C'est pas toujours la problématique de l'entreprise privée, bien évidemment, c'est son intérêt particulier, Oui. c'est pas obligatoirement le common goods et le bien commun. Et cette notion-là, il faut qu'on puisse garder un contrôle de la part des agences institutionnelles ou des astronautes de carrière, on va les appeler comme ça, pour ne pas se laisser déborder ou être en réaction à quelque chose qui serait poussé par l'entreprise privée. L'exemple, c'est celui des multitudes d'objets dans l'espace aujourd'hui, et donc du potentiel risque de collision et de formation de débris spatiaux qui réduirait l'accès à l'espace, bien évidemment, qui est sans doute lié aussi au fait que les aspects juridiques, les aspects de régulation, qui sont gouvernementaux, qui sont institutionnels à mettre en place. C'est pas le privé qui va se mettre à réguler lui-même sa façon. Ça, c'est sûr. Donc, sont pas tout à fait à la même vitesse que les développements que le secteur privé apporte. Donc là, il y a un sujet sur lequel garder le contrôle pour assurer ces garde-fous, c'est quelque chose d'important. Garder le contrôle pour aussi avoir une distribution des richesses, je dirais, qui soit suffisamment juste et équilibrée. Dans les richesses, je mets Tu penses à quel type de richesse? Les data, par exemple. Les données obtenues dans l'espace. Ouais. Hein, alors certaines sont évidemment, je parle des données scientifiques, open data, ouvertes à toutes les communautés pour pouvoir y travailler et faire avancer. Mais bon, il y a des données collectées aujourd'hui qui sont accaparées, je pourrais dire, avec des objectifs commerciaux. Et là aussi, je pense qu'il faut avoir un regard suffisamment
Critique, garder son esprit critique Tu, sur tu ces parles sujets-là. tu parles de régulation quand tu parles d'esprit critique, c'est Je ça? parle de régulation, je parle de comportement responsable. Le comportement responsable, ça peut aller jusqu'à se dire que le vol habité, si on y revient, Hmm. c'est pour faire progresser l'humanité en montrant qu'on peut assurer la sécurité, qu'on s'attache à faire en sorte, quand je parle d'impact, que ça soit des choses acceptables, soutenables pour la génération aujourd'hui et la génération de demain. Que la génération du troisième millénaire, avec des dérives expansionnistes qui nous feraient enjamber le second millénaire, je trouve ça dangereux. Mais c'est pour ça que je parle de régulation, parce que tu peux pas vraiment attendre de la part des sociétés privées Qu'elle régule elle-même. qu'elles se régulent elles-mêmes de leur bonne volonté. Elles peuvent le faire, Mhm. mais d'attendre qu'elles le fassent Bien ad sûr. vitam aeternam, tu peux pas. Donc en fait, on parle tu suggères une régulation des autorités sur ce type de marché. Alors, les régulations, tout le monde en parle parce que tout le monde sent bien qu'il y a des sujets très très aigus qui Mhm. sont en train de se mettre en place. Et celui des débris Donc tu l'as spatiaux, mentionné, évidemment. avant tout, Les débris spatiaux, ouais. bien évidemment, et que ça serait impactant pour l'ensemble de tous les acteurs. Absolument. Donc, c'est quelque chose qui devrait susciter une adhésion multilatérale au niveau des Nations Unies. Je parle des Nations Unies parce que le seul traité aujourd'hui régulant l'espace qui soit de nature internationale, c'est les Nations Unies en 1967, qui n'était pas du tout effectivement, qui n'avait pas dans l'esprit d'embrasser toutes ces évolutions actuelles. Donc, aujourd'hui, on est dans cette question de comment on fait évoluer les régulations, les traités. On n'est probablement pas dans des états d'esprit, étant donné les conditions géostratégiques, de réouvrir des traités internationaux multilatéraux, parce que le multilatéralisme a quand même perdu un petit peu de sa capacité d'influence aujourd'hui. Donc, ce sont des questions où il nous faut beaucoup de juristes passionnés par les sujets, d'ailleurs, pour nous aider à avancer. Et quand je parlais de comportement responsable, c'était quelque chose de plus souple que la régulation, et tu l'as évoqué en disant que chacun devrait se sentir en responsabilité par rapport à ces sujets. J'évoque pas les sujets de défense, bien évidemment, mais déjà sur les sujets de la place de l'entreprise privée. Et donc voilà, bien sûr, il y a un rôle de l'institutionnel et du gouvernemental qui est important, le plus multilatéral possible, parce que quand même, cet espace, c'est un bien commun de l'humanité. Si ce n'est un patrimoine, c'en est au moins l'apanage. Je ressors mon petit passeport bleu. Petit passeport. Et que donc, on devrait tous être vigilants à faire en sorte que ce soit des activités qui puissent continuer à ouvrir des nouveaux champs. Des champs de recherche, des champs d'économie. Et la Lune, bien sûr, ça peut être un champ d'économie aussi. Mais surtout des champs de progrès pour l'humanité. Très bien. On arrive à la fin de l'entretien. Donc on continue juste sur les questions rapides. Tu sais, c'est une émission sur le spatial. Et je pose à toutes mes invités une série de 5 questions qui sont les mêmes. Ce qui nous permet à la fin d'avoir un petit catalogue, on va dire, de questions que j'aime beaucoup avoir. La première question, c'est une question un petit peu originale que moi, personnellement, j'adore poser, mais en général difficile à répondre. C'est la question moins plus. La question moins plus, c'est si c'était à refaire, en gros, qu'est-ce que tu ferais moins et qu'est-ce que tu ferais plus dans ta carrière spatiale? Qu'est-ce que tu ferais moins si c'était à refaire? Ce que je ferais moins, c'est peut-être de ne pas essayer d'atteindre la perfection avant. Et ce que je ferais plus, c'est de travailler toujours ma perfectibilité. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. J'ai l'impression que tu as dit. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour se lancer dans l'entreprise de sa vie. Par contre, il faut la faire à l'optimal. Donc, il faut toujours essayer d'être meilleur. Donc, il faut travailler sa perfectibilité et ne pas se bloquer sur la perfection. Ça y est, j'ai compris. Tu vois, tu m'avais perdu au début. Plus et moins. Plus et moins.
tout le monde, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas rencontré une seule personne dans le secteur spatial qui n'a pas un livre spatial fétiche ou favori. Est-ce que c'est ton cas aussi? Alors j'en ai plein, mais là j'en ai lu un cet été, Mhm. absolument extraordinaire, je le conseille. Norman Mailer, 1971, un écrivain absolument génial, Le bivouac sur la Lune. Ok. Il avait été envoyé par les Américains pour suivre le vol Apollo. Mais il vous décrit ça d'une façon absolument extraordinaire. Il a interviewé des gens qui, en 1969, racontaient ce qui se passe aujourd'hui et qui avaient déjà tout vu. C'est étonnant et avec une qualité d'écriture. Je le recommande. J'ai passé un moment de bonheur. Norman Mailer, Le bivouac sur Le la bivouac Lune. sur la Lune. Très bon conseil, merci Claudie. Est-ce que tu as aussi un film spatial préféré? T'en as évoqué un tout à l'heure. J'en ai un, évidemment. 2001, Odyssée de l'espace. Et pour l'anecdote, je dis toujours, j'ai volé en 2001. Eh oui, j'allais le dire, 2001, c'est ta mission, C'est ma mission. ta deuxième Et mission. alors, je peux confirmer que c'était pas du tout ça. Et que c'était un film de science-fiction. Exactement. Ça, Magnifique. c'est ton film préféré, 2001, l'Odyssée de l'espace? Ouais. Et ça abordait déjà des propos très actuels. Mhm. De l'intelligence artificielle, notamment. L'intelligence artificielle, l'interface entre l'homme et la machine. Voilà, le co-travail et l'hybridation potentielle. Ouais. Une autre question, c'est quelle est la chose que tu as apprise lors de ta carrière que tu aurais bien aimé savoir au tout départ, en 85? Oh, je pense que je le savais déjà un petit peu, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'y a pas que des succès. Et donc il faut se préparer à l'échec, à l'imprévu, à recommencer, à demander conseil, à être entouré. Mais je pense que je le savais déjà un peu avant de démarrer tout ça, et je savais qu'il fallait que j'aie autour de moi un cercle de confiance. Ça, c'est important, avoir un cercle de confiance et de ne pas le perdre. Ouais. Et le constituer. Quand on se lance. Et le constituer. Ouais. Et quel est le conseil que tu donnerais ou que tu donnes à une jeune personne qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale, quelle qu'elle soit aujourd'hui? Alors, c'est vrai que j'emploie souvent les mots d'oser vivre son aventure de vie et de ne pas coller à ce que quelqu'un va vous poser comme image ou comme profil ou comme trajectoire. C'est ce qui résonne avec soi, surtout si c'est un petit peu ambitieux, si c'est un petit peu exotique. Il faut vraiment être motivé, persévérant pour aller jusqu'au bout d'aventures un petit peu compliquées. Donc n'hésitez pas à vivre votre vie. Claudie, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir. Et merci d'être surtout une de celles qui sur Terre font l'espace. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Elles font l'espace avec le soutien de l'Académie spatiale d'Île-de-France. Cet épisode était produit et réalisé par François Bonnet, Cyril Nobilet et Yann Famoutri. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre plein d'étoiles. Et nous, on se retrouve très vite sur vos plateformes préférées pour un nouvel épisode de Elles font l'espace.